Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que le confinement se passe bien pour la plupart d'entre vous, que c'est pas trop pesant. Alors j'ai décidé aujourd'hui de refaire une vidéo. La seule chose, c'est que je n'ai pas établi en fait une thématique. La première fois, j'ai voulu parler des hôpitaux publics parce que les hôpitaux publics sont quand même présents depuis cette crise sanitaire Covid-19. Et aujourd'hui, j'ai préféré laisser libre cours à la plupart d'entre vous sur les questions qui se posent par rapport à cette crise sanitaire. Voilà, donc pour commencer, pour le moment, je vais attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui se connectent pour qu'on puisse lancer les débats. Sinon, écoutez, ce qui est regrettable, c'est que nous avons un beau soleil, nous sommes obligés de rester confinés, mais malheureusement, il faut suivre les instructions pour ne pas se retrouver dans une situation dramatique. Donc, il faut s'occuper comme chacun peut le faire à sa guise. Donc, il faut user d'astuces pour ne pas que l'ennui nous pèse chaque journée. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler librement, plus librement que la première fois, à savoir que, comme la plupart des Français et des Français, j'ai regardé l'allocution présidentielle de Monsieur Macron. Donc hier, moi, j'ai été quand même assez stupéfaite de ce qu'il a annoncé. Et pour ma part, je suis assez réticente, je reconnais, par rapport à cette reprise le 11 mai, sortie de confinement, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on peut pas, même si on n'est pas spécialiste de l'épidémie, on peut pas se prononcer positivement sur la sortie de crise. Pour le moment, on peut se rendre compte que le plateau est pas encore bien établi. Et pour ma part, je crois que cette proposition de date de sortie est trop précoce. Et moi, je crains sincèrement que ça va plus emmener une deuxième vague d'épidémie qui pourra être beaucoup plus grave que la première. Et je crois que nous avons encore un mois. En 4 semaines, les choses peuvent évoluer chaque jour. Et on verra bien ce qui en découle de tout cela. Bonjour Willy, La Réunion. Donc c'est sûr que cette crise, elle commence à être pesante pour la plupart d'entre nous. Et puis nous avons vraiment besoin de connaître les tenants et les aboutissants. Et pour ma part, cette allocution hier a encore prouvé qu'Emmanuel Macron nous a pas donné vraiment tout ce qu'on attendait. Et pour moi, il y a encore des ombres et du flou. On n'est pas encore informé vraiment sur ce qu'on attendait nous pour cette sortie. Et d'après des études, a priori, le confinement total que la France a mis en application, ainsi que l'Italie et l'Espagne, ne serait pas une bonne solution. Le confinement total, on sait très bien que ça peut être aussi une faiblesse. On peut retomber automatiquement, si on déconfine trop d'un seul coup, on peut avoir des résultats catastrophiques. Et c'est sûr que cette sortie de crise, il va falloir vraiment qu'elle soit millimétrée. Il va falloir faire ça avec beaucoup de prudence, parce que ce virus est quand même présent encore aujourd'hui. Et on ne peut pas prétendre que nous sommes en force. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que l'on prépare les choses correctement pour pas retomber à nouveau dans une épidémie plus grave. Bonjour Alain Viez. Alors pour info, concernant les masques, le problème c'est qu'ils ont été réservés automatiquement aux professionnels de santé. Et puis, de toute façon, le gouvernement en a commandé là, mais a priori, ils n'arriveraient que fin juin, donc ce serait une catastrophe.
Et pourquoi on n'a pas de masque en vente dans les pharmacies? Parce que tout simplement parce que il y a eu réquisition de l'État, hein, même dans les fabricants de matériel médicaux. Quand vous regardez sur Internet, Alain, vous verrez bien. Moi, j'y suis allée. Hein, j'ai pris quelques fabricants de masques. J'ai voulu voir un petit peu la situation des stocks. Et quand on va sur, quand on veut voir l'état de stock, enfin l'état de stock de masques, on peut pas les commander parce qu'ils sont déjà réquisitionnés par l'État. Donc, alors, la production du masque en tissu qui est conçu par certains couturiers de professionnels, des couturiers, je dirais amateurs, enfin bénévoles, pardon, ou les entreprises de tissus qui se sont remis à cette activité. À l'heure d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a pas, c'est vrai qu'au niveau il n'y a pas de réponse par rapport aux masques. Hein. Pour le moment, on nous dit qu'il faut qu'on ait des masques pour tout le monde, mais il n'y en a pas. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse se protéger par rapport à ce virus qui est quand même très grave? Et ça emmènerait, on sait très bien qu'il faut se protéger le nez et le visage pour pas répandre le virus, quoi. Donc c'est vrai que c'est dramatique. C'est vrai que ces histoires de masques, c'est dramatique. Et moi, le plus dramatique dans cette histoire, ce qui m'a marqué ces dernières semaines, c'est nos amis à La Réunion. On leur a envoyé des masques moisis. Comment voulez-vous que des soignants mettent ça sur leur visage pour soigner des gens qui sont déjà malades? Or ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même aberrant et très grave. Je veux dire, la Réunion, pour certains, c'est peut-être un petit bout de caillou, mais c'est pas seulement un bout de caillou, c'est aussi la France. Faut pas l'oublier. Ce sont des Français comme nous en métropole, et je crois qu'on les oublie trop souvent ces personnes-là. Donc moi, le fait qu'ils aient reçu ces masques moisis, c'est comme si on donnait, je veux dire, de la nourriture périmée, quoi. Ça revient à la même chose. C'est aberrant qu'il arrive des choses comme ça. C'est très grave même. Donc normalement, c'est censé protéger un individu. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec ça? Ils n'ont plus qu'à les mettre à la poubelle et voilà. D'autre part, moi je crois que effectivement la meilleure des solutions qu'il aurait fallu préconiser par rapport à cette crise, et on voit que pourquoi les Français se relâchent, qu'ils sortent dehors, mais tout simplement parce que ça commence à être long. Moi je les comprends sur le plan psychologique, ça commence comment les gens commencent à en avoir assez. Être enfermé dans une cage, enfin une cage, j'image, hein, entre quatre murs, mais c'est insupportable. Comment voulez-vous qu'un être humain supporte ça? Moi, j'estime que depuis le 17 mars, ça commence à faire très très long et que malheureusement, il y a eu un relâchement, certes, c'est grave, mais c'est compréhensible aussi. Il aurait fallu que mettre en œuvre tout de suite un dépistage en masse. Ça aurait permis de voir tout de suite qui étaient positifs, qui ne l'étaient pas, les positifs en quarantaine, et ceux qui n'étaient pas positifs, eh ben, ils pouvaient continuer à vivre normalement. Mais sans oublier, bien entendu, les gestes barrières, se laver les mains, faire attention à tout ceci, et évidemment d'avoir des masques pour se protéger le visage, parce que le virus, il est quand même présent, donc il faut vraiment prendre des précautions sérieuses. Mais pour moi, c'est déjà ça. Déjà, le traitement, un traitement aussi, parce que c'est pareil. Quid du traitement, du protocole du docteur Raoult? On n'en sait rien. Monsieur Macron est allé le voir la semaine dernière, mais on ne sait pas du tout ce qui en retourne. On ne sait pas du tout ce qui en est. Donc, il y a un moment donné, il va falloir qu'on connaisse un petit peu tout ce qui se passe, quelles sont les évolutions en matière de traitement pour éradier cette épidémie, parce qu'on ne peut pas continuer dans ce désastre. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il faut à tout prix mettre en place des choses. Et moi, c'est évident que les dépistages massifs doivent être là. C'est la première chose. Vous regardez en Allemagne, ils ont quand même dépisté 500 000 personnes par jour. Et ils s'en sortent grâce à ça. Et aujourd'hui, il y a d'autres méthodes qui sont mises en œuvre, comme le dépistage en des minutes par la voie sanguine, qu'on appelle la sérologie, qui permet de détecter
le nombre, enfin si on est immunisé. Et ça, c'est une bonne réponse aussi par rapport à cette épidémie. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à mettre en œuvre maintenant, parce que j'estime que le confinement, ça commence à être trop long. Les gens attendent autre chose que d'être enfermés entre quatre murs. C'est comme si vous mettiez un animal sauvage dans une cage. Au bout d'un moment, il va devenir agressif, il sera plus dans son état normal. Et puis, ce confinement peut engendrer d'autres problèmes sociaux. Donc, les gens aussi peuvent partir sur des dépressions, ça peut engendrer d'autres problèmes. Et à l'heure d'aujourd'hui, en plus de ça, on n'a plus de suivi médicaux, ce qui est dramatique. On peut même plus suivre les personnes correctement parce qu'on est confiné, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut trouver une porte de sortie. Il va falloir prendre des décisions dignes d'un chef d'État. Donc, après, je vais regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais c'est certain que par rapport à, je reviens sur les masques, c'est certain que à l'heure d'aujourd'hui, on n'a que cette protection-là. Déjà, les soignants ont eu beaucoup de mal à être, je veux dire, à avoir ce matériel, et ce qui est quand même essentiel. Ils sont quand même en relation directe avec les gens infectés. Ils risquent leur vie, ils risquent la vie de leurs proches. Et je trouve ça vraiment scandaleux qu'il n'y ait pas eu une approche beaucoup plus sérieuse par rapport à ces masques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la seule solution préconisée, hein, de toute façon, moi je crois que toutes les personnes qui savent coudre, même un masque en tissu, mais moi je leur conseille de le faire pour eux-mêmes et pour leur famille, pour leurs proches, parce qu'on a que cette solution-là, malheureusement. Donc moi, de toute façon, j'ai consulté aussi sur Internet, il y a beaucoup de tutos, notamment de la FNOR, qui nous ont mis en ligne des patrons pour aider à confectionner ces masques. Et c'est vrai que la seule solution aujourd'hui, c'est ça. Moi, je peux vous le dire aussi. Nous, ici, où je vis dans les Vosges, à Saint-Maurice-sur-Moselle, nous avons une maison de retraite. Les soignants n'avaient rien pour se protéger. Pas de masque, pas de blouse, pas de surblouse, pas de gants. Quand j'ai vu l'annonce qu'ils ont faite sur les réseaux sociaux, la première chose que j'ai faite, moi, c'est d'appeler la dame qui tient notre petite mercerie dans notre village. Elle est couturière de métier. Je lui ai demandé gentiment si elle pouvait pas faire une action pour cette maison de retraite. Et bon, bah, elle a suivi quand même mon appel et elle a confectionné une vingtaine de masques pour les soignants. Elle a laissé ses coordonnées en cas de besoin. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien qu'il se soit monté une solidarité à ce niveau-là. Mais vous voyez, on est obligé de faire appel par d'autres moyens parce que les masques de Chine, le temps qu'ils arrivent, etc., il y a quand même 10 jours. Donc c'est énorme, 10 jours. Vous vous rendez compte, une épidémie, comment en 10 jours elle peut évoluer. Et moi, je pense aux soignants aujourd'hui. Les pauvres, ils sont épuisés. Faut aussi trouver des solutions pour calmer le jeu avec tout ça, parce que c'est pas croyable qu'on puisse laisser s'épuiser un personnel qui n'a pas arrêté depuis cette crise. Donc le meilleur moyen pour le moment, c'est se protéger avec ces masques en tissu. Bien entendu, il faut continuer à avoir les gestes barrières. Et puis ces masques en tissu, il faut les laver à 60 degrés et après passer un coup de fer de vapeur pour éliminer vraiment les traces un peu du virus, quoi. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions. Je regarde, je jette un petit coup d'œil. Ah, après, Sandrine, bonjour, Didier Laurent. Je me permets de consulter ta question. Effectivement, pour moi, je pense que la rentrée des classes, ça me paraît précoce et un peu trop tôt, parce que d'une part, il faut quand même une distanciation sociale d'1 mètre. Et quand vous avez des élèves, déjà 20 élèves dans une classe, puis les classes sont quand même pas énormes, ça peut être quand même un danger. Donc il y aura quand même effectivement des questions à se poser. Donc après, Sandrine, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a encore 4 semaines devant nous. Et en 4 semaines, hélas, les choses peuvent évoluer et on peut aussi faire marche arrière et décider que le confinement soit prolongé. Voilà, donc, mais c'est vrai que moi, cette question de retour aux classes,
Moi, je suis assez inquiète parce qu'on n'est pas en position de force. Le virus est encore virulent, il est encore là. Tant qu'on n'aura pas des résultats probants au niveau de la courbe épidémiologique, il faut vraiment rester prudent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, il y aura, comme j'ai expliqué il y a un instant, il faut vraiment mettre en place d'autres d'autres solutions. Parce que là, ça devient problématique pour les gens. Et les gens commencent à saturer, ce qui est logique. Hein. Un être humain a besoin de prendre l'air, a besoin de vivre. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que le confinement, on est bien conscient qu'il faut rester confiné. Mais c'est vrai que ça commence à être pesant pour la plupart d'entre nous. Donc c'est vrai que là, Monsieur Macron ne nous a pas apporté toutes les réponses aux questions qu'on se pose, même encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en matière d'école, d'établissements scolaires, primaires, collège, lycée, même crèche, ce sont des endroits qui sont propices à la multiplication du microbe et du virus. Je pense que c'est trop précoce. Et moi, la précocité m'amène à la prudence. D'autre part, bonjour Hélène. Alors d'autre part, je voulais faire une correction, c'est pas 60 degrés mais 90 degrés, excusez-moi, concernant le lavage des masques en tissu. Hein. C'est plus préconisé à ce degré qu'à 60. Bon après, il faut savoir que moi j'ai regardé un tuto pour fabriquer un masque en tissu. La couturière préconisait 60 degrés, mais elle disait aussi qu'il fallait mettre un coup de fer à vapeur. Hein, donc ça fonctionnait aussi dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Alors, pour les personnes en situation qui ont des pathologies chroniques, c'est vrai qu'elles ont beaucoup été oubliées. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques jours, on a eu de la part du professeur Salomon de l'ARS, directeur de l'ARS, qui nous fait la conclusion, le constat de l'évolution de l'épidémie chaque jour. On se rend bien compte que les personnes qui ont des pathologies chroniques ne sont pas prises en compte. On nous a vaguement parlé qu'il fallait qu'on continue à maintenir le soin pour cette personne-là. Mais on se rend bien compte qu'effectivement, il n'y a rien eu non plus de dit par rapport à cela, par rapport à Emmanuel Macron. Il n'a pas donné un aiguillage particulier par rapport à cela. Donc il a juste dit qu'il fallait que les gens se soignent, etc. Mais on n'a pas eu un projet, une proposition sérieuse à ce niveau-là. Alors, concernant les masques au lave-vaisselle, moi je pense pas. Bon, après, le lave-vaisselle, c'est plus préconisé pour le nettoyage de la vaisselle. Je pense que c'est mieux de faire une lessive à 90 degrés, c'est plus adapté, je dirais, pour le linge. Hein. Après, il y a certains traitements, oui, effectivement, qui sont à l'arrêt, Hélène, comme le ver marin, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient pas eu assez d'informations auparavant et ils avaient déjà tenté de faire des expériences avec ce ver marin et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout de suite arrêté l'expérience par rapport au ver marin. Après, par rapport à la coquine, on n'a pas eu non plus de conclusion, de brèves conclusions que c'était positif. On a eu, c'est flou. On n'a pas du tout de tracé du début, des tenants et des aboutissants, des résultats qu'on attend vraiment le pied ferme parce que c'est très important. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccin. Un vaccin, il faut attendre un an pour qu'il soit mis en place. Et un an, c'est très long. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que déjà, depuis le 17 mars, on a eu quand même beaucoup de décès. Et il est très grave de mettre tout sous cloche comme ça sans qu'on soit avisé de quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on ne peut plus continuer dans cette alternative-là. Alors après, Willy, c'est sûr que pour les personnes qui sont en situation avec des pathologies psychiatriques, la seule chose que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils avaient quand même remis en place des permanences, aussi bien téléphoniques que médicales.
Mais c'est vrai, on n'a pas du tout pareil, de conclusion, de mise en place de quoi que ce soit de plus sérieux. C'est vrai qu'on on peut plus se permettre comment d'attendre comme ça. Maintenant, il faut vraiment aller dans le vif du sujet et mettre en place des propositions sérieuses et surtout qui tiennent la route. On peut plus, ça devient trop long maintenant. Et puis surtout, je veux dire, c'est dramatique le nombre de personnes que nous avons perdues et on ne peut plus continuer comme ça. Alors. Oui, absolument, Hélène. On est dans le flou complet. Malgré son allocution de quasiment 30 minutes, hier, le président Macron a juste démontré, excusez-moi encore une fois, que son discours, son communiqué qu'il a fait hier soir, c'est encore une opération de communication pour montrer qu'il a su mettre en place des choses par rapport à la crise. La seule chose qu'il a à moitié avoué, c'est que la France n'était pas assez préparée. Donc moi, pour moi, c'est même pas la moitié d'un aveu comme quoi il est en échec. Il veut pas reconnaître qu'il a pas qu'il a pas su gérer la situation. On se rend bien compte, nous confinés, que la situation n'est pas gérée comme elle aurait dû l'être. Après, bah, effectivement, Willy, la gestion de la crise, comme je viens de l'expliquer, elle n'a pas été gérée déjà très rapidement. Très rapidement. Je crois qu'on a pris vraiment cette crise sanitaire à la légère. Si vous en rappelez bien, toutes et tous, on nous disait que c'était une petite grippette et qu'il y avait plus de décès de grippe que de Covid-19. Et vous avez vu à l'heure d'aujourd'hui ce que la grippette a fait. Elle a quand même tué énormément de personnes. Donc à l'heure d'aujourd'hui, la gestion de crise, moi j'ai l'impression qu'ils sont complètement perdus. Ils essayent juste, ils veulent nous rassurer, mais on voit bien qu'on n'est pas rassuré parce que les masques sont pas là. La gestion au niveau du matériel, elle a été désastreuse. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que heureusement qu'il y a eu des bonnes volontés, c'est-à-dire les entreprises qui ont fermé, qui ont fourni du matériel, aussi bien les lunettes que les masques. Heureusement qu'il y a eu cette entraide et cette solidarité, parce que je crois que sans cette solidarité, à l'heure d'aujourd'hui, nos soignants, ça serait catastrophique encore plus. D'autre part, c'est vrai que on est quand même à remercier toutes ces entreprises et toutes ces personnes qui ont fait preuve vraiment d'une grande solidarité euh, face à cette crise. Il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre et je les remercie vraiment beaucoup par rapport pour avoir maintenu cette solidarité qui est très importante aujourd'hui parce que sans cela, notre pays serait encore se mourait encore davantage. Ça prouve au moins qu'il existe encore de la solidarité en France. Et moi, je suis heureuse d'avoir découvert encore cette solidarité. Et merci à vous et continuez d'être solidaires parce que la solidarité, on en aura besoin après aussi la crise. Bien sûr, Hélène, il aurait fallu anticiper quand tu vois qu'au niveau des, des masques, au niveau des stocks stratégiques d'État, c'est incroyable d'apprendre qu'on n'avait plus de stock. Comment on a pu en arriver là? C'est incroyable. Et je crois que ce sera ça la première chose à faire. Ce sera faire des stocks à nouveau de matériels médicaux, parce que malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une crise. Vous voyez bien. Et quand on n'est pas armé, ben voilà ce qui arrive. On est complètement désarmé par le virus et après on se fait prendre vraiment par surprise. Et je crois que si on avait anticipé davantage, effectivement, on n'aurait peut-être pas pu tout enrayer, mais ça aurait éliminé le risque de se propager davantage, ça aurait sauvé des vies. Mais moi, le plus grave pour moi, c'est que il a fallu que M. Trump dise qu'il ferme ses frontières pour que nous aussi on réagisse derrière cela. Et c'est ça aussi qu'il aurait fallu faire.
Parce que, je veux dire, un virus, il s'arrête pas à une frontière. S'il est dans l'air, il va continuer à circuler dans l'air et à se propager. Et ça, déjà, il fallait faire ça tout de suite et rapidement parce que on sait très bien que le flux de personnes emmène la propagation du virus. Alors c'était déjà ça qu'il fallait faire en premier lieu aussi. Ça aurait évité tout ce désastre. Après, c'est sûr que cette pénurie de masques, elle vient de l'ancien gouvernement, le gouvernement Hollande. C'est lui qui a supprimé les masques. Et c'est lui qui a fait en sorte qu'on n'en ait plus en stock. Donc c'est vrai qu'il va falloir revoir sa ligne. Hein. Il va falloir réussir à nouveau à avoir des stocks. Hein. C'est comme si vous envoyiez notre armée française sans armes. Comment voulez-vous qu'ils combattent l'ennemi? C'est pas possible. Donc ça, c'est sûr que c'est une question primordiale qu'il faudra tout de suite, et il faut en réfléchir dès maintenant même. Il ne faut pas attendre la fin de crise. Au contraire, il faut le faire tout de suite. Alors Sandrine, après, évidemment, pour le moment, le virus est quand même assez virulent. Moi, pour ma part, il aurait fallu effectivement qu'on se protège par le masque. Après, faut savoir que les pays asiatiques, pourquoi ils ont toujours eu cette habitude de porter le masque? Déjà parce que chez eux, c'est très pollué et l'air est pas très bon. C'est déjà par rapport à cela. Et puis, ça fait partie aussi de leur pratique chez eux. Hein. Moi, j'ai suivi un reportage il y a quelques jours. Même les enfants sont habitués à se laver 15 fois par jour les mains afin de ne pas avoir un microbe quelconque sur les mains, parce qu'on sait très bien que les mains sont vecteurs de microbes. Les mains, c'est le premier élément porteur de microbes. Donc déjà, pour enrayer la propagation de virus, de bactéries ou autres, il faut à tout prix se laver les mains. Je peux vous dire que les personnes qui sont avisées par rapport à ce lavage de mains, ce sont les restaurateurs, parce que la restauration, il faut faire preuve d'une grande hygiène drastique, parce que c'est pareil, quand on cuisine, si on ne se lave pas les mains, on peut transmettre une bactérie ou un virus dans ce qu'on cuisine, puis après, c'est une chaîne. Le consommateur va consommer ce que vous avez préparé, et c'est là qu'on a beaucoup de problèmes. Et bien sûr, les soignants, on l'apprend à l'école d'aide-soignante, à l'école d'infirmière, en médecine. Ce sont des gestes que nous apprenons tout de suite, parce que nous savons que les mains, ce sont là où se déposent les virus. Après, il se peut que pendant quelques temps, nous portions certainement un masque pour, notamment en période de déconfinement. Je pense que ça fera partie un petit peu de notre quotidien. Il faudra bien sûr vivre autrement, certainement, parce que c'est vrai que la plupart d'entre nous, notre vie aura basculé. Hein. On a quand même notre vie depuis le 17 mars, n'est plus la même, il faut le reconnaître. Hein. On consomme autrement. La preuve, puisque la plupart des personnes que je connais, moi, fonctionnent beaucoup avec les agriculteurs, des produits frais. Donc ça, c'est une bonne chose. Et au niveau, je veux dire, de la consommation, on va consommer autrement dans l'avenir. C'est certain. C'est certain. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dans nos têtes, on va réfléchir à notre consommation. Ça, c'est sûr. Oui, après, c'est vrai que pour revenir sur la cuisine, c'est surtout effectivement les produits crus qui sont le plus touchés par les virus et les bactéries. Hein. Mais de toute façon, en tous les cas, c'est un des secteurs dans lesquels on fait très attention au lavage de mains. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Après, le lavage de mains, c'est une question d'éducation. Je pense que vous êtes tous connus comme moi, enfants, on nous disait d'aller se laver les mains avant d'aller manger, après manger, à chaque fois qu'on sortait des toilettes. C'est vrai que pour moi, c'est instinctif parce qu'on me l'a appris. Il faut que ça rentre au niveau éducatif, c'est sûr. Même à l'école, de toute façon, on leur apprend à se laver les mains, hein, de toute façon. Hein. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai que ça rentre dans l'éducation, ça rentre dans le mode éducatif. Et si on ne transmet pas, bah forcément,
Ça suivra pas la chaîne, hein, nos enfants ne le transmettront pas à leurs enfants, etc. Ça, je suis assez d'accord avec cela. Oui, le monde Willy ne sera plus pareil, ça c'est certain. Comme je disais il y a un instant, il va falloir qu'on revoie notre façon de consommer, il va falloir qu'on revoie beaucoup de choses, c'est sûr. Il va falloir faire bouger nos habitudes. Et c'est vrai que le français n'aime pas trop bouger ses habitudes, mais là, vous voyez bien, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce que si on reste sur ce qu'on vit, comment on vit aujourd'hui, ça sera plus possible. C'est sûr. Notamment pour le consommer. C'est vrai que moi, je fais partie des personnes qui préconisent le consommer local. Bon, après, je suis bien d'accord que le consommer local a un coût que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais je pense que ça sera une réflexion aussi des producteurs qui devront trouver des solutions aussi, peut-être pour se mettre en association de producteurs, faire un mini supermarché de producteurs et je pense que ça redevient la mode et ça partira dans ce sens-là. Oui, tout à fait, Hélène. Avant le réfectoire, à l'école aussi, on se lavait les mains, tout à fait. Moi, je m'en souviens encore. Bon, moi, mes filles aujourd'hui le connaissent encore cette procédure de lavage de mains avant le réfectoire. Absolument. Tout à fait, Sandrine. Moi aussi, j'espère sincèrement que cette crise sanitaire aura permis une réflexion globale, notamment sur notre consommation. Et moi, je suis pour le circuit court, pour les producteurs, mais comme j'expliquais il y a un instant, ce qui fait un peu barrière entre le consommateur et le producteur, c'est le coût. Et le coût est important pour certains d'entre nous. Est-ce que ceux qui ont des petits moyens, c'est pas facile de passer par ce circuit court? Et il y aura certainement des réflexions à avoir pour notre consommation future. Oui, absolument, Willy. Moi, je suis d'accord. Les coopératives agricoles, c'est la solution. Ça permettra aussi à l'agriculteur de ne pas avoir une marge comme ils ont dans les supermarchés. Et il n'y aura pas non plus l'histoire, comme nous ici en métropole, des taxes hein, qui sont imposées aux agriculteurs. Et puis notamment, encore une fois, l'Europe. Parce que cette Europe, elle tue chaque jour des agriculteurs. Voilà, il faut le savoir. Il y a encore des gens qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur retraite. Ils n'en vivent plus de leur métier. Et si on n'a plus d'agriculture, je peux vous dire, eh ben là, on aura vraiment du mouron à se faire, hein, je vous le dis. Parce que si on n'a plus d'agriculteurs pour nous nourrir, ça sera vraiment dommageable pour nous et encore plus pour les agriculteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en plus, la transmission de l'agriculture, il y en a beaucoup qui ne reconduisent pas la ferme familiale parce qu'ils savent que ça sera compliqué. Et avec l'Europe qui impose des quotas depuis un certain nombre d'années, on se rend compte que les agriculteurs sont plus partis dans la précarisation de leur métier et l'austérité qu'autre chose. Moi, je suis petite fille d'agriculteur, je peux vous garantir que mon grand-père, à l'heure d'aujourd'hui, a 91 ans, il a commencé avec 200 francs en poche. Ça a été le premier de son village à utiliser l'agriculteur mécanique, puisqu'à l'époque, il a été très mal vu pour cela. Mais je peux vous garantir qu'en par la suite, il en a très bien vécu. Hein, parce qu'il n'a pas subi ses quotas européens. Il en a très bien vécu et il a vécu des années de prospérité qui lui ont apporté vraiment tout ce qu'il pouvait attendre de son métier, c'est-à-dire en vivre dignement. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ça qui se produit avec nos agriculteurs, hélas. C'est puisque ça tue l'agriculture et ça tue nos agriculteurs. Et oui, oui Hélène, comme je le disais il y a un instant, à cause des quotas européens, les agriculteurs ne s'en sortent plus. Il y en a beaucoup qui mettent fin à leur jour. Et ça, c'est plus acceptable. L'agriculture, c'est ça qui nous permet de nous nourrir. Et si on n'a plus ça, je crois on pourra plus rien faire. Hein. S'il n'y a plus d'agriculteurs, si on est obligé de passer par d'autres procédés, ce sera plus la même agriculture qu'on connaît, qu'on a connue notre enfance. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Oui, tout à fait, Hélène Lalo. Moi, je me souviens encore
de la moissonneuse-batteuse de mon grand-père. Hein. Moi, toutes mes vacances, je les passais à la campagne. Donc, moi, j'ai connu, mes grands-parents m'ont transmis le savoir-faire aussi, vous savez, quand on a un jardin potager, euh, faire des conserves, faire des confitures soi-même. Et vous voyez, cette philosophie-là, on repartira. Et ça, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont un jardin et qui repartent dans cette alternative-là parce qu'ils se rendent compte que les fruits et les légumes viennent pas spécialement de France. Et puis, avec tout ce qu'il y a d'injecté en produits, maintenant, les gens ont peur de tout cela. Ils veulent consommer autrement. Hein, même par rapport aux traités qui ont été décrétés par l'Europe concernant la viande, on ne peut plus consommer de la même façon. Vaut mieux consommer moins de viande, mais qu'elle vienne d'un producteur local. Au moins, on sait d'où ça vient, on sait comment qu'ils travaillent, et on sait que on tombera sur de la bonne marchandise. On sait que ça ne nous rendra pas malades surtout. C'est à cela aussi qu'il faut penser aujourd'hui. Oui, Sandrine, c'est aussi une bonne idée. Refaire des jardins partagés. Ça se fait de plus en plus à la campagne. Bon, ici, il y en a à Saint-Maurice. Absolument. Les gens, faut qu'on reparte sur d'autres procédures. Faut qu'on consomme autrement. On n'aura pas le choix parce qu'avec tout ce qui se passe, puis même les gens maintenant, avec l'euro, on se rend bien compte que les temps sont difficiles pour tout le monde. Hein. Les gens, même eux, ont beaucoup de mal aller jusqu'au bout du mois. C'est très compliqué. Et quand on a des enfants, qu'on doit les nourrir, même nous, quand on doit se nourrir, on le voit bien aujourd'hui, hein, on est tous confinés depuis le 17 mars. L'aspect de se nourrir aujourd'hui a un coût, puisqu'on mange là en permanence du matin jusqu'au soir, c'est un coût. Et je crois que la meilleure solution, c'est qu'on se remette au fourneau, déjà. Il n'y a que ça à faire. Quand on est une famille nombreuse, il n'y a pas trop de choix. J'ai connu ça, hein. Par ma grand-mère. Hein, elle a toujours fait elle-même sa cuisine. Et on n'aura pas trop le choix de revenir sur ces vieilles traditions qui pour ma part, avaient du sens. Parce qu'on se rend bien compte que notre vie moderne, elle nous a poussé dans le va-vite, le stress, etc. Et il faut reprendre le temps de faire tout ça. Cuisiner, jardiner. Mais on y reviendra, moi j'en suis convaincue. Alors, Sandrine, je sais pas pour les jardins partagés, il faut peut-être trouver des propriétaires qui louent des terrains. Ou aller à la mairie aussi, peut-être qu'ils ont une liste de propriétaires qui voudraient que leur terrain soit entretenu. Et je pense que c'est une des pistes que je peux te donner, c'est déjà voir par ce biais-là. Tout à fait. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Le 15 du mois, notamment quand on est au RSA, hein, c'est très compliqué de vivre avec très peu. Et aujourd'hui, on est obligé de jongler, quoi. Si on jongle pas avec tout ce qu'on doit dépenser, c'est plus possible de s'en sortir. On a de plus en plus de taxes. Les taxes, on voit que ça. Je vois notamment un exemple, les ordures ménagères, c'est une vraie calamité, quoi. Ça, c'est une des taxes qui est le plus sur lequel on nous taxe le plus, quoi. Donc et ça, c'est vraiment même en faisant l'effort de trier, on trouve encore à avoir des factures énormes. Alors je trouve pas ça normal. Quelqu'un qui fait l'effort de trier, on devrait trouver un processus pour aider cette personne à avoir une facture moindre. Et ça, c'est pas encore dans l'actualité, mais ça, c'est une piste sur laquelle il faudrait avoir une réflexion. Parce que quelqu'un qui fait l'effort de trier ses ordures ménagères, c'est un peu normal qu'à la fin de sa facture, il se retrouve à payer quelque chose de moins élevé. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, je vois pas, je trouve pas il n'y a pas de solution. Et ça, malheureusement, quand on passe par des Comcom, les Comcom, c'est le millefeuille administratif, hein. Donc, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours des frais, il faut toujours que ça soit le consommateur qui soit mis à rude épreuve, qui soit taxé.
pour encore s'enrichir sur le dos du consommateur, du citoyen. Voilà, toujours le même. Hein, voilà, c'est comme l'annonce faite par Bruno Le Maire qui dit il y a quelques jours que là, en période de crise, le gouvernement fait des efforts et qu'après la crise, il faudra que les citoyens fassent des efforts. Mais ils attendent quoi de plus? On est déjà ponctionné à plus que 100% chaque jour. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? On va quand même pas aller travailler comme des esclaves pour gagner quoi? 3 sous? Donc là, il faut qu'on m'explique. Là, c'est une aberration totale. Quand j'entends des choses comme ça, moi, c'est le plafond, c'est pas possible. Pas possible d'avoir des comportements inhumains comme ça. On préfère que les gens aillent mourir au travail pour rembourser cette dette, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut pas faire autrement. Il faut déjà enrayer cette épidémie. Et pour l'enrayer, la seule solution, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, test en masse. Pour voir les positifs, on les met en quarantaine et puis les autres peuvent vivre normalement. Mais ça, ça a du mal à se dessiner sur le schéma là. Hein. Donc c'est sûr que là, on nous prend vraiment pour des idiots, puis on nous ment surtout. Depuis le départ, on nous ment sur cette crise. Oui, tout à fait, Sandrine. Hein. Moi, j'ai des amis qui ont des jardins, ils font leur compost eux-mêmes. Je vais te donner un exemple. Hein. Moi, il y a quelques semaines, j'ai voulu aller m'acheter du pain frais à la boulangerie. J'arrive, avec cette crise, les gens ont tellement pris peur de manquer de nourriture. Hein, et ben, il n'y avait plus de pain. Alors, tu sais ce que je me suis mis à faire? Mon pain, moi-même. Je me suis acheté de la levure boulangère, de la farine que j'achète par 5 et puis je fais mon pain. Voilà. Bon, c'est sûr, il faut encore faire tout soi-même, mais moi, je préfère faire mon pain plutôt que de manquer de pain parce que malheureusement, dans notre civilisation, on a été habitué aussi à consommer du pain aussi, ce qui est, ça fait partie de nos aliments de journaliers et quotidiens. Oui, tout à fait, Hélène. Hein, c'est de l'esclavage. Pour moi, remettre les gens au boulot sans précaution, sans, enfin, je veux dire, même, je veux dire, l'intervention du modem. Mais où on va? On veut pousser les gens à aller au travail. Il y en a beaucoup qui se rendent compte que c'est aller au mouroir. Ils préfèrent. Ce qui les inquiète, c'est l'état de l'économie en France. Mais je crois que c'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, c'est sauver des vies. Après, je comprends bien qu'il va falloir trouver des stratégies pour remettre en place notre économie. Mais là, c'est pas le sujet, quoi. Et je trouve ça vraiment inhumain. On ne peut pas continuer comme ça, avoir des personnes qui pensent comme ça. Eh oui, Willy, mais de toute façon, ce gouvernement, oui, bien sûr, je suis d'accord avec ta réflexion. C'est une aberration. On sait tous. On sait qu'on nous raconte des histoires, on nous ment, on le sait bien. Et je crois que c'est ce qu'a quand même fait dire la plupart des citoyens aujourd'hui. On se rend bien compte que de toute façon, il n'y a rien qui est géré correctement. On veut nous rassurer avec des mesurettes, hein, des mesures qu'on ne sait même pas si elles verront le jour. C'est juste pour rassurer en disant bah voilà, j'ai dit ça, maintenant laissez-moi tranquille, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Maintenant, il faut se comporter comme un chef d'État, un chef de guerre. Il y a des décisions difficiles à prendre, certes. Moi, je n'aimerais pas être à sa place parce que franchement, là, il est vraiment dans une position quand même délicate. Mais quand on est président de la République, on doit protéger ses citoyens. Donc là, pour moi, c'est la première des choses à avoir quand on est président de la République. On doit protéger et conserver son pays. C'est tout. On ne doit pas faire autrement. Attends. Une position quand même délicate, mais quand on est président, on doit protéger ses citoyens. Donc là, ça nous prend.
Bonjour à toutes. Je suis figée. Non, elle est figée. Bonjour à toutes.